Histoire La ville d'Ivoire et sa princesse féerique. Un jour, un jeune prince était en train de pratiquer le tir à l'arc avec le fils du grand vizir de son père, lorsqu'une des flèches frappa accidentellement la femme d'un marchand, qui se promenait dans une chambre haute d'une maison voisine. Le prince visait un oiseau perché sur le rebord de la fenêtre de cette pièce et n'avait pas la moindre idée que quelqu'un se trouvait à proximité, sinon il n'aurait pas tiré dans cette direction. Par conséquent, ne sachant pas ce qui s'était passé, lui et le fils du vizir s'éloignèrent, le fils du vizir le plaisantant parce qu'il avait raté l'oiseau. Bientôt le marchand alla demander quelque chose à sa femme et la trouva couchée, selon toute apparence, morte au milieu de la pièce, et une flèche plantée dans le sol à un demi-mètre de sa tête. Supposant qu'elle était morte, il s'est précipité vers la fenêtre et a crié « Voleur! Voleur! Ils ont tué ma femme !» Les voisins se rassemblèrent rapidement et les domestiques accoururent à l'étage pour voir ce qui se passait. Il arriva que la femme s'était évanouie, et qu'il n'y avait qu'une très légère blessure à la poitrine, là où la flèche l'avait effleurée. Dès que la femme reprit ses esprits, elle leur dit que deux jeunes hommes étaient passés par là avec leurs arcs et leurs flèches, et que l'un d'eux l'avait délibérément visée alors qu'elle se tenait près de la fenêtre. En entendant cela, le marchand alla trouver le roi et lui raconta ce qui s'était passé. Sa Majesté était très en colère contre une méchanceté aussi audacieuse et jura que le châtiment le plus terrible serait infligé aux coupables s'il pouvait être découvert. Il ordonna au marchand de retourner voir si sa femme pourrait reconnaître les jeunes gens si elle les revoyait. « Oh oui, » répondit la femme, « je devrais les retrouver parmi tous les gens de la ville. » Alors, dit le roi, lorsque le marchand rapporta cette réponse, « Demain je ferai passer devant votre maison tous les habitants mâles de cette ville, et votre femme se tiendra à la fenêtre et veillera sur l'homme qui a fait cet acte gratuit. » Une proclamation royale fut émise à cet effet. Le lendemain, tous les hommes et les enfants de la ville, à partir de l'âge de 10 ans, se rassemblèrent et marchèrent devant la maison du marchand. Par hasard, car ils étaient tous deux dispensés d'obéir à cet ordre, le fils du roi et le fils du vizir étaient également de la partie et passaient dans la foule. Ils sont venus voir le tamacha. Dès que ces deux hommes apparurent devant la fenêtre du marchand, ils furent reconnus par la femme du marchand et aussitôt signalés au roi. « Mon propre fils est le fils de mon vizir en chef !» s'écria le roi, présent dès le début. « Quels exemples pour le peuple! Qu'ils soient tous deux exécutés. » « Ce n'est pas le cas, Votre Majesté, dit le vizir, je vous en supplie, que les faits de l'affaire fassent l'objet d'une enquête approfondie. » « Comment ça se passe ? Continua-t-il en se tournant vers les deux jeunes hommes. « Pourquoi as-tu fait cette chose cruelle ? J'ai tiré une flèche sur un oiseau qui était assis sur le rebord d'une fenêtre ouverte dans cette maison-là, et je l'ai raté, répondit le prince. Je suppose que la flèche a touché la femme du marchand. Si j'avais su qu'elle ou quelqu'un d'autre se trouvait à proximité, je n'aurais pas tiré. Dans cette direction. Nous en parlerons plus tard, dit le roi en entendant cette réponse. Renvoyez le peuple. Leur présence n'est plus nécessaire. Le soir, Sa Majesté et le vizir eurent une longue et sérieuse conversation au sujet de leurs deux fils. Le roi voulait qu'ils soient tous deux exécutés. Mais le vizir proposa que le prince soit banni du pays. Cela a finalement été accepté. En conséquence, le lendemain matin, une petite compagnie de soldats escorta le prince hors de la ville. Lorsqu'ils atteignirent la dernière douane, le fils du vizir les rejoignit. Il était venu en toute hâte, apportant avec lui 4 sacs de mours sur 4 chevaux. « Je suis venu,
dit-il en jetant ses bras autour du cou du prince, parce que je ne peux pas vous laisser partir seul. Nous avons vécu ensemble, nous nous exilerons ensemble et nous mourrons ensemble. Ne me retournez pas si vous aimez moi. Considérez, répondit le prince, ce que vous faites. Toutes sortes d'épreuves peuvent être devant moi. Pourquoi devriez-vous quitter votre maison et votre pays pour être avec moi? Parce que je t'aime, dit-il, et je ne serai jamais heureux sans toi. Les deux amis marchèrent donc main dans la main aussi vite qu'ils le purent pour sortir du pays, et derrière eux marchaient les soldats et les chevaux avec leurs précieux fardeaux. Arrivés à la frontière des domaines du roi, le prince donna de l'or aux soldats et leur ordonna de revenir. Les soldats ont pris l'argent et sont partis. Ils n'allèrent cependant pas bien loin, se cachèrent derrière des rochers et des pierres, et attendirent d'être bien sûrs que le prince n'avait pas l'intention de revenir. Les exilés marchèrent encore et encore, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un certain village, où ils décidèrent de passer la nuit sous l'un des grands arbres de l'endroit. Le prince préparait un feu et arrangeait les quelques articles de literie qu'ils avaient avec eux, tandis que le fils du vizir allait chez le baniya. Le boulanger et le boucher cherchaient de quoi manger pour leur dîner. Pour une raison quelconque, il a été retardé. Peut-être que le tsout n'était pas tout à fait prêt, ou que le baniya n'avait pas préparé toutes les épices. Après avoir attendu une demi-heure, le prince s'impatienta, se leva et se promena. Il aperçut un joli petit ruisseau clair qui coulait non loin de leur lieu de repos, et, entendant que sa source n'était pas loin, il partit à sa recherche. La source était un magnifique lac, qui à cette époque était recouvert de magnifiques fleurs de lotus et d'autres plantes aquatiques. Le prince s'assit sur la berge et, ayant soif, prit un peu d'eau dans sa main. Heureusement, il regarda dans sa main avant de boire, et là, à son grand étonnement, il vit se refléter tout et clairement l'image d'une belle fée. Il regarda autour de lui, espérant voir la réalité. Mais ne voyant personne, il but l'eau et étendit la main pour en prendre encore. Il vit à nouveau le reflet dans l'eau qui se trouvait dans sa paume. Il regarda autour de lui comme auparavant, et découvrit cette fois une fée assise au bord de la rive de l'autre côté du lac. En la voyant, il tomba si follement amoureux d'elle qu'il tomba évanoui. Lorsque le fils du vizir revint et trouva le feu allumé, les chevaux solidement attachés et les sacs de mour en tas, mais pas de prince, il ne sut que penser. Il attendit un peu, puis cria, mais n'obtenant aucune réponse, il se leva et se dirigea vers le ruisseau. Là, il rencontra les traces de pas de son ami. Voyant cela, il revint aussitôt chercher l'argent et les chevaux, et les amenant avec lui, il traqua le prince jusqu'au lac, où il le trouva étendu, apparemment mort. Hélas, hélas, s'écria-t-il, et soulevant le prince, il lui versa de l'eau sur la tête et le visage. Hélas, mon frère, qu'est-ce que c'est? Oh! Ne meurs pas et ne me quitte pas ainsi. Parle, parle, je ne peux pas supporter ça. Au bout de quelques minutes, le prince, ranimé par l'eau, ouvrit les yeux et regarda autour de lui d'un air effaré. Dieu merci, s'écria le fils du vizir. Mais qu'y a-t-il? Mon frère? Va-t'en, répondit le prince. Je ne veux rien te dire, ni te voir. Va-t'en, viens, viens. Quittons cet endroit. Écoute, je t'ai apporté de la nourriture, des chevaux et tout. Mangeons et partons. Allez seul, répondit le prince. Jamais, dit le fils du vizir. Que s'est-il passé pour que vous vous éloigniez soudainement de moi? Il y a peu de temps,
Nous étions frères, mais maintenant vous détestez ma vue. J'ai regardé une fée, dit le prince. Mais un instant j'ai vu son visage, car lorsqu'elle a remarqué que je la regardais, elle a couvert son visage de pétales de lotus. Oh! Comme elle était belle! Et pendant que je la regardais, elle a sorti de son sein une boîte en ivoire et a tenu c'est à moi de décider. Puis je me suis évanouie. Oh! Si vous pouvez m'offrir cette fée pour ma femme, j'irai n'importe où avec vous. Oh! Frère, dit le fils du vizir, tu as effectivement vu une fée. C'est une fée des fées. Ce n'est autre que Goulizar de la cité d'Ivoire. Je le sais par les signes qu'elle t'a donnés. En se couvrant le visage de pétales de lotus, j'apprends son nom, et en vous montrant la boîte en ivoire, j'apprends où elle habite. Soyez patient et soyez assurés que j'organiserai votre mariage avec elle. Lorsque le prince entendit ces paroles encourageantes, il se sentit très réconforté, se leva et mangea, puis s'en alla tout heureux avec son ami. En chemin, ils rencontrèrent 2 hommes. Ces 2 hommes appartenaient à une famille de voleurs. Ils étaient 11 en tout. L'une, une sœur aînée, restait à la maison et préparait la nourriture, et les 10 autres, tous frères, sortaient, 2 par 2, et parcouraient les 4 routes différentes qui parcouraient cette partie du pays, volant les voyageurs qui pouvaient le faire. Ne leur résistèrent pas, et invitèrent d'autres, trop puissants pour qu'ils puissent s'en sortir à 2, à venir se reposer chez eux, où toute la famille les attaqua et leur vola leurs biens. Ces voleurs habitaient une sorte de tour, qui avait plusieurs chambres fortes, et au-dessous se trouvait une grande fosse, où ils jetaient les cadavres des pauvres malheureux qui tombaient par hasard en leur pouvoir. Les 2 hommes s'avancèrent et, les abordant poliment, les prièrent de venir passer la nuit chez eux. Il est tard, dirent-ils, et il n'y a pas d'autre village à plusieurs kilomètres à la ronde. Devrions-nous accepter l'invitation de cet homme bon, frère? Demanda le prince. Le fils du vizir fronça légèrement les sourcils en signe de désapprobation, mais le prince était fatigué, et pensant que ce n'était qu'un caprice de son ami, il dit aux hommes, « Très bien. C'est très gentil à vous de nous le demander. » Ils se rendirent, donc tous les 4 à la tour des voleurs. Assis dans une chambre dont la porte était fermée à l'extérieur, les 2 voyageurs déploraient leur sort. Il ne sert à rien de gémir, dit le fils du vizir. Je vais grimper à la fenêtre et voir s'il y a un moyen de s'échapper. Oui. Oui, murmura-t-il lorsqu'il fut arrivé au trou de la fenêtre. En bas, il y a un fossé entouré d'un haut mur. Je vais sauter et faire une reconnaissance. Restez ici et attendez mon retour. Bientôt, il revint et dit au prince qu'il avait vu une femme très laide, qu'il supposait être la gouvernante des voleurs. Elle avait accepté de les libérer sur la promesse de son mariage avec le prince. La femme sortit donc de l'enclos par une porte secrète. Mais où sont les chevaux et les marchandises? S'enquit le fils du vizir. Vous ne pouvez pas les amener, dit la femme. Sortir par un autre chemin, ce serait se jeter dans la tombe. Très bien. Alors. Eux aussi sortiront par cette porte. J'ai un charme grâce auquel je peux les rendre maigres ou gros. Le fils du vizir alla donc chercher les chevaux sans que personne ne le sache, et répétant le charme, il les fit passer par l'étroite porte comme des morceaux d'étoffe, et quand ils furent tous dehors, les remit dans leur état premier. Il monta aussitôt sur son cheval et saisit le licou d'un des autres chevaux, puis faisant signe au prince de faire de même, il s'en alla. Le prince saisit l'opportunité et, en un instant, il le poursuivit, ayant la femme derrière lui.
Les voleurs entendirent le galop des chevaux et sortirent en courant et tirèrent leurs flèches sur le prince et ses compagnons. Et l'une des flèches a tué la femme, alors ils ont dû la laisser derrière eux. Ils continuèrent leur route jusqu'à atteindre un village où ils passèrent la nuit. Le lendemain matin, ils repartirent et demandèrent à tous les passants Ivoire City. Enfin, ils arrivèrent dans cette ville célèbre et s'arrêtèrent dans une petite hutte qui appartenait à une vieille femme, dont ils ne craignaient aucun mal, et avec laquelle ils pouvaient donc demeurer en paix et dans le confort. Au début, la vieille femme n'aimait pas l'idée que ces voyageurs restent dans sa maison, mais la vue d'un mour que le prince laissait tomber au fond d'une coupe dans laquelle elle lui avait donné de l'eau, et le cadeau d'un autre mourde le fils du vizir, la fit vite changer d'avis. Elle a accepté de les laisser y rester quelques jours. Dès que son travail fut terminé, la vieille femme vint s'asseoir avec ses locataires. Le fils du vizir feignait d'ignorer totalement les lieux et les gens. Cette ville a-t-elle un nom? Il a demandé à la vieille femme. Bien sûr que oui. Espèce d'idiot. Chaque petit village, et bien plus encore une ville, et une ville comme celle-ci, a un nom. Quel est le nom de cette ville? Ville d'Ivoire. Vous ne le savez pas? Je pensais que ce nom était connu dans le monde entier. À l'évocation du nom d'Ivory City, le prince poussa un profond soupir. Le fils du vizir eut l'air de dire: « Tais-toi, ou tu découvriras le secret. Y a-t-il un roi de ce pays? Continua le fils du vizir. Bien sûr qu'il y en a, et une reine et une princesse. Quels sont leurs noms? Le nom de la princesse est Goulizar, et le nom de la reine. Le fils du vizir interrompit la vieille femme en se tournant vers le prince, qui le regardait comme un fou. Oui, lui dit-il ensuite, nous sommes dans le bon pays. Nous verrons la belle princesse. Un matin, les deux voyageurs remarquèrent la toilette la plus soignée de la vieille femme, combien elle était soignée dans la disposition de ses cheveux et dans la mise de sa cache à bas et de ses vêtements. Qui arrive? Dit le fils du vizir. Personne, répondit la vieille femme. Alors où vas-tu? Je vais voir ma fille, qui est une servante de la princesse Goulizar. Je la vois ainsi que la princesse tous les jours. J'aurais dû y aller hier, si tu n'avais pas été là et pris tout mon temps. Faites attention à ne rien dire sur nous devant la princesse. Le fils du vizir lui demanda de ne pas en parler au palais, espérant que, parce qu'on lui avait dit de ne pas le faire, elle mentionnerait leur arrivée et que la princesse serait ainsi informée de leur venue. En voyant sa mère, la jeune fille fit semblant d'être très en colère. « Pourquoi n'y es-tu pas allée depuis 2 jours ?» Elle a demandé. « Parce que, ma chère, » répondit la vieille femme, « 2 jeunes voyageurs, un prince et le fils de quelques grands vizirs, ont élu domicile dans ma cabane et réclament tant de mon attention. Ce n'est que cuisine et faire le ménage et cuisiner, toute la journée. Je ne comprends pas les hommes, a-t-elle ajouté. L'un d'eux surtout paraît très stupide. Il m'a demandé le nom de ce pays et le nom du roi. Or, d'où peuvent bien venir ces hommes, pour qu'ils ne sachent pas ces choses? Pourtant, ils sont très grands et très riches. Ils me donnent chacun un mour chaque matin et chaque soir. Après cela, la vieille femme alla répéter à peu près les mêmes paroles à la princesse, à l'écoute de quoi la princesse la frappa sévèrement, et la menaça d'une punition plus sévère si jamais elle parlait encore des étrangers devant elle. Le soir, lorsque la vieille femme fut revenue à sa hutte, elle raconta au fils du vizir combien elle était désolée de ne pouvoir s'empêcher de manquer à sa promesse, et comment la princesse l'avait frappée parce qu'elle avait parlé de leur venue et de tout ce qui les concernait.
Hélas, hélas, dit le prince, qui avait écouté avec attention chaque mot. Quelle sera donc sa colère à la vue d'un homme? Colère? Dit le fils du vizir d'un air étonné. Elle serait extrêmement heureuse de voir un homme. Je le sais. Dans ce traitement de la vieille femme, je vois sa demande que vous alliez la voir au cours de la sombre quinzaine à venir. Dieu soit loué! S'exclama le prince. La prochaine fois que la vieille femme se rendit au palais, Gulizar appela un de ses serviteurs et lui ordonna de se précipiter dans la pièce pendant qu'elle conversait avec la vieille femme. Et si la vieille femme demandait ce qui se passait, elle répondrait que les éléphants du roi étaient devenus fous, qu'ils se précipitaient dans toutes les directions dans la ville et dans le bazar et qu'ils détruisaient tout sur leur passage. La servante obéit, et la vieille femme, craignant que les éléphants n'aillent renverser sa hutte et tuer le prince et son ami, pria la princesse de la laisser partir. Maintenant, Gulizar avait obtenu une balançoire enchantée, qui faisait atterrir quiconque s'y asseyait à l'endroit où il souhaitait être. Prenez le swing, dit-elle à l'un des domestiques qui se trouvait à proximité. Quand on l'apporta, elle ordonna à la vieille femme d'y entrer et de désirer être à la maison. La vieille femme s'exécuta et fut immédiatement transportée dans les airs rapidement et en toute sécurité jusqu'à sa hutte, où elle retrouva ses 2 locataires sains et saufs. Oh! S'écria-t-elle. Je pensais que vous seriez tous les 2 tués à ce moment-là. Les éléphants royaux se sont détachés et courent sauvagement. Quand j'ai entendu cela, j'étais inquiet pour vous. Alors la princesse m'a donné ce balancement enchanté pour revenir à l'intérieur. Mais venez, sortons avant que les éléphants n'arrivent et ne dévastent l'endroit. Ne croyez pas cela, dit le fils du vizir. Ce n'est qu'un canular. Ils vous ont joué des tours. Vous aurez bientôt ce que vous désirez, murmura-t-il au prince. Ces choses sont des signes. 2 jours de la sombre quinzaine s'étaient écoulés, lorsque le prince et le fils du vizir s'assirent sur la balançoire et souhaitèrent entrer dans l'enceinte du palais. En un instant, ils furent là, et là aussi se trouvait l'objet de leur recherche, debout près d'une des portes du palais, et désireux de voir le prince tout autant qu'il avait envie de la voir. Oh! Quelle heureuse rencontre ce fut! Enfin, dit Gulizar, j'ai vu mon bien-aimé, mon mari. 1000 merci au ciel de m'avoir amené jusqu'à vous, dit le prince. Alors le prince et Gulizar se fiancèrent l'un à l'autre et se séparèrent, l'un pour la cabane et l'autre pour le palais, tous 2 se sentant plus heureux qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Désormais, le prince visitait Gulizar tous les jours et revenait à la cabane chaque nuit. Un matin, Gulizar le supplia de rester toujours avec elle. Elle avait constamment peur qu'un malheur lui arrive, peut-être que des voleurs le tueraient ou que la maladie l'attaquerait, et alors elle serait privée de lui. Elle ne pouvait pas vivre sans le voir. Le prince lui montra qu'il n'y avait aucune raison réelle de craindre, et lui dit qu'il estimait qu'il devait retourner chez son ami la nuit, parce qu'il avait quitté sa maison et son pays et risqué sa vie pour lui, et, de plus, sans l'aide de son ami, il ne l'aurait jamais rencontré. Gulizar acquiesça pour le moment, mais elle résolut dans son cœur de se débarrasser du fils du vizir le plus tôt possible. Quelques jours après cette conversation, elle ordonna à une de ses servantes de confectionner un pilot. Elle a donné des instructions spéciales selon lesquelles un certain poison devait y être mélangé pendant la cuisson, et dès que c'était prêt, le couvercle devait être placé sur la casserole, afin que la vapeur empoisonnée ne puisse pas s'échapper. Lorsque le pilot fut prêt, elle l'envoya aussitôt par la main d'un serviteur au fils du vizir avec ce message: Gulizar, la princesse,
t'envoie une offrande au nom de son oncle décédé. En recevant le présent, le fils du vizir crut que le prince avait parlé de lui avec reconnaissance à la princesse, et que c'est pourquoi elle s'était ainsi souvenue de lui. En conséquence, il a renvoyé son salam et ses expressions de gratitude. À l'heure du dîner, il prit la casserole de Pilot et sortit la manger au bord du ruisseau. Enlevant le couvercle, il le jeta sur l'herbe puis se lava les mains. Pendant environ 1 minute qu'il effectuait ses ablutions, l'herbe verte sous le couvercle de la casserole devint tout à fait jaune. Il fut étonné et soupçonnant qu'il y avait du poison dans le Pilot, il en prit un peu et le lança à des corbeaux qui sautillaient. Au moment où les corbeaux ont mangé ce qui leur a été jeté, ils sont tombés morts. Dieu soit loué, s'écria le fils du vizir, qui m'a préservé de la mort en ce moment. Ce soir-là, au retour du prince, le fils du vizir se montra très réticent et déprimé. Le prince remarqua ce changement en lui et demanda quelle en était la raison. « Est-ce parce que je suis souvent absent au palais ?» Le fils du vizir vit que le prince n'avait rien à voir avec l'envoi du Pilot et lui raconta donc tout. « Regardez, dit-il, dans ce mouchoir il y a du Pilot que la princesse m'a envoyé ce matin au nom de son oncle décédé. Il est saturé de poison. Dieu merci, je l'ai découvert à temps. Oh, frère, qui a pu faire cette chose ? Qui est là qui entretient de l'inimitié contre toi ? La princesse Gulizar. Écoutez, la prochaine fois que vous irez la voir, je vous prie de prendre de la neige avec vous, et juste avant de voir la princesse, mettez en un peu dans vos 2 yeux. Cela provoquera des larmes, et Gulizar demande-toi pourquoi tu pleures. Dis-lui que tu pleures pour la perte de ton ami, qui est mort subitement ce matin. Regarde, prends aussi ce vin et cette pelle, et quand tu as faim une douleur intense à la mort de ton ami, dis à la princesse de boire un peu de vin. Il est fort et la plongera immédiatement dans un profond sommeil. Puis, pendant qu'elle dort, faites chauffer la pelle et marquez-lui le dos avec. N'oubliez pas de rapporter à nouveau la pelle. Et aussi de prendre son collier de perles. Ceci fait, revenez. Maintenant, ne craignez pas d'exécuter ces instructions, car de leur accomplissement dépendent votre fortune et votre bonheur. Je ferai en sorte que votre mariage avec la princesse soit accepté par le roi, son père et toute la cour. Le prince promit qu'il ferait tout ce que le fils du vizir lui avait conseillé, et il a tenu sa promesse. La nuit suivante, au retour du prince de sa visite à Gulizar, lui et le fils du vizir, prenant les chevaux et les sacs de mour, se rendirent dans un cimetière à environ 1 mile de distance. Il fut convenu que le fils du vizir jouerait le rôle d'un fakir et le prince celui de disciple et serviteur du fakir. Le matin, lorsque Gulizar reprit ses esprits, elle ressentit une douleur cuisante dans le dos et remarqua que son collier de perles avait disparu. Elle alla aussitôt informer le roi de la perte de son collier, mais ne lui dit rien de ses douleurs dans le dos. Le roi fut très en colère lorsqu'il apprit le vol et fit en faire une proclamation dans toute la ville et dans les environs. « C'est bien, » dit le fils du vizir en entendant cette proclamation. « Ne crains rien, mon frère, mais va prendre ce collier et essaie de le vendre au bazar. » Le prince l'apporta chez un orfèvre et lui demanda de l'acheter. « À combien vous le vendez ?» demanda l'homme. 50 000 roupies, répondit le prince. « Très bien, dit l'homme. Attends ici pendant que je vais chercher l'argent. » Le prince attendit et attendit, jusqu'à ce qu'enfin l'orfèvre revienne, et avec lui le cotoile, qui aussitôt arrêta le prince sous l'accusation d'avoir volé le collier de la princesse.
Comment as-tu eu le collier? Demanda le Kotwal. Un fakir, dont je suis le serviteur, me l'a donné pour le vendre au bazar, répondit le prince. Permettez-moi, et je vous montrerai où il se trouve. Le prince dirigea le Kotwal et le policier vers l'endroit où il avait laissé le fils du vizir, et là ils trouvèrent le fakir les yeux fermés et en prière. Bientôt, lorsqu'il eut terminé ses dévotions, le Kotwal lui demanda d'expliquer comment il avait obtenu la possession du collier de la princesse. Appelez le roi ici, répondit-il, et ensuite je le dirai à sa majesté face à face. Là-dessus, quelques hommes allèrent trouver le roi et lui rapportèrent ce que le fakir avait dit. Sa majesté vint, et voyant le fakir si solennel et sérieux dans ses dévotions, il eut peur d'exciter sa colère, de peur que, par hasard, le mécontentement du ciel ne descende sur lui, et il joignit donc les mains dans l'attitude d'un suppliant, et a demandé: « Comment avez-vous obtenu le collier de ma fille? » « Hier soir, répondit le fakir, nous étions assis ici près de ce tombeau en train d'adorer Rouda, lorsqu'une boule, habillée en princesse, est venue exhumer un corps qui avait été enterré quelques jours auparavant et a commencé à le manger. Voyant cela, j'étais rempli de colère et je l'ai frappé avec une pelle qui se trouvait sur le feu à ce moment-là. Tandis qu'elle s'enfuyait, son collier s'est détaché et est tombé. Vous vous étonnez de ces mots, mais ils ne sont pas difficiles à prouver. Examinez votre fille, et vous trouverez les marques de brûlure sur son dos. Allez, et si c'est comme je vous dis, envoyez-moi la princesse, et je la punirai. Le roi retourna au palais et ordonna aussitôt qu'on examine le dos de la princesse. Il en est ainsi, dit la servante. La brûlure est là. Alors que la jeune fille soit tuée immédiatement, cria le roi. Non. Non. Votre Majesté, répondirent-ils. Envoyons-la chez le fakir qui a découvert cette chose, afin qu'il en fasse ce qu'il veut. Le roi accepta et la princesse fut emmenée au cimetière. Qu'elle soit enfermée dans une cage et qu'elle soit gardée près de la tombe d'où elle a sorti le cadavre, dit le fakir. Cela fut fait, et peu de temps après, le fakir, son disciple et la princesse se retrouvèrent seuls dans le cimetière. La nuit n'avait pas longtemps étendu son sombre manteau sur la scène lorsque le fakir et son disciple quittèrent leur déguisement et, prenant leurs chevaux et leurs bagages, apparurent devant la cage. Ils relâchèrent la princesse, appliquèrent un peu de pommade sur les cicatrices de son dos, puis la placèrent sur l'un de leurs chevaux derrière le prince. Ils s'éloignèrent vite et loin, et au matin ils purent se reposer et discuter de leurs projets en toute sécurité. Le fils du vizir montra à la princesse du pilot empoisonné qu'elle lui avait envoyé, et lui demanda si elle s'était repentie de son ingratitude. La princesse pleura et reconnut qu'il était son plus grand assistant et ami. Une lettre fut envoyée au grand vizir lui racontant tout ce qui était arrivé au prince et au fils du vizir depuis qu'ils avaient quitté leur pays. Lorsque le vizir lut la lettre, il alla en informer le roi. Le roi fit envoyer une réponse aux deux exilés, dans laquelle il leur ordonna de ne pas revenir, mais d'envoyer une lettre au père de Goulizar et de l'informer de tout. En conséquence, ils l'ont fait. Le prince écrivit la lettre sous la dictée du fils du vizir. En lisant la lettre, le père de Goulizar fut très en colère contre ses vizirs et autres fonctionnaires de ne pas avoir découvert la présence dans son pays de ses illustres visiteurs, car il était particulièrement soucieux de s'attirer les bonnes grâces du prince et du fils du vizir. Il ordonna l'exécution de certains vizirs à une certaine date. « Viens, répondit-il au fils du vizir,
et reste au palais. Et si le prince le désire, j'organiserai au plus vite son mariage avec Boulizar. Le prince et le fils du vizir acceptèrent très volontiers l'invitation et reçurent un noble accueil de la part du roi. Le mariage eut bientôt lieu, puis après quelques semaines, le roi leur fit cadeau de chevaux et d'éléphants, de bijoux et de riches tissus, et leur ordonna de partir pour leur propre pays. Car il était sûr que le roi les recevrait maintenant. La veille de leur départ, les vizirs et d'autres, que le roi avait l'intention de faire exécuter dès le départ de ses visiteurs, vinrent prier le fils du vizir de plaider pour eux et promirent qu'ils lui donneraient chacun une fille en mariage. Il y consentit et réussit à obtenir leur grâce. Alors le prince, accompagné de sa belle épouse Boulizar et du fils du vizir, accompagné d'une troupe de soldats et d'un grand nombre de chameaux et de chevaux portant un trésor considérable, partirent pour leur propre pays. En chemin, ils dépassèrent la tour des voleurs et, avec l'aide des soldats, ils la rasèrent entièrement, tuèrent tous ses habitants et s'emparèrent du trésor qu'ils y avaient amassé depuis plusieurs années. Enfin, ils atteignirent leur propre pays, et lorsque le roi vit la belle épouse de son fils et sa magnifique suite, il se réconcilia aussitôt et lui ordonna d'entrer dans la ville et d'y établir sa demeure. Désormais tout était ensoleillé sur le chemin du prince. Il devint un grand favori et, en temps voulu, accéda au trône et dirigea le pays pendant de très nombreuses années dans la paix et le bonheur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.